Bienvenue dans cette masterclass. Alors, cette masterclass est diffusée en live sur les réseaux sociaux. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints également dans le Zoom. Bienvenue. Donc, je vous rappelle, ces masterclass ont lieu tous les mardis entre 17h et 18h et on essaye de vous apporter un maximum de contenu sur plein de sujets. Aujourd'hui, on va parler technique de vente avec mon ami Patrick. Mais on aborde aussi, bien sûr, les sujets liés au digital, à l'intelligence artificielle, au marketing. Puis également, on a des coachs qui nous font le plaisir d'intervenir régulièrement sur le mindset pour garder un moral de gagnant. Et l'idée de ces masterclass, c'est vraiment de pouvoir vous apporter un maximum de clés dans vos entreprises respectives et puis d'échanger ensemble, d'essayer de passer un bon moment ensemble. Je l'espère en tout cas. Voilà, la vie au travail est longue, autant essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus agréable possible. C'est ce qu'on essaye de faire ensemble dans ces masterclass. J'en profite, hein, je le dis à chaque fois. On cherche en permanence avec Laurent Hannet des intervenants. Donc, si vous connaissez dans vos entourages ou si vous-même, vous pensez que vous avez des choses à partager en retour d'expérience sur votre parcours d'entrepreneur, ou en fonction de vos expertises sur tous ces sujets de la vente, du digital, du marketing. Bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Laurent et on serait ravis de vous faire intervenir dans nos masterclass. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce on m'a fait des reproches la semaine dernière, comme quoi on parlait trop en début d'intervention. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mon cher Patrick. Déjà, Patrick, un grand merci de ton temps, de ta présence ce soir. On va parler technique de vente aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment ravi d'animer cette masterclass avec toi ce soir. Alors, tu vas te présenter, mais c'est vrai que bon, on se connaît un petit peu maintenant et tu as t'as une forte expérience, un passé notamment dans des grands groupes en grande distribution où tu as été amené à former et à coacher des centaines de vendeurs. Donc, on a hâte que tu nous partages un peu ton expérience et ton retour sur ces sujets, parce que la grande distribution, c'est tout, c'est un univers impitoyable où la Oui, concurrence est féroce. Et donc, je trouvais intéressant, de par ton expérience, que tu puisses intervenir dans cette masterclass où on va parler technique de vente. Écoute, je te laisse le soin de démarrer, mon cher Patrick. Je vous rappelle que ces masterclass sont interactives, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, donc j'ai un œil rivé également sur la droite, donc là aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Salut Patrick, bonjour Leïla, salut Sophie. Donc il y a plein de gens qui sont sur les réseaux. Donc là aussi, n'hésitez pas. Et puis ceux qui sont dans le Zoom, franchement, vous pouvez lever la main, activer la caméra et on peut interagir. Parce qu'on est sur un nouveau format maintenant depuis le début de l'année en face caméra. Donc franchement, sentez-vous libre de le faire, bien évidemment. Patrick, donc on a réglé nos problèmes techniques, c'est bon, là, le stress est redescendu, comme on est là. alors, il y a pas de stress. En grande distrie, on a l'habitude du stress et on arrive à gérer ça. Tu Donc m'étonnes. il n'y a pas de souci. Moi, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, effectivement, j'ai un passé grande distribution, puisque j'ai passé un peu plus de 30 ans en grande distribution, notamment dans des multinationales comme Unilever, Heinz, toujours dans des fonctions commerciales, direction commerciale. Et puis, depuis une petite année maintenant, j'ai monté ma structure pour aider les PME de la région dans leur développement commercial. Et j'ai rejoint une marque qui s'appelle DC Pilote, qui est une marque de directeur commercial en temps partagé et qui est née d'un constat assez simple, hein, c'est que 2 dirigeants sur 3 disent que le développement commercial, c'est leur priorité, mais qu'ils n'ont ni le temps ni les compétences pour mener à bien cette mission. Et donc, c'est la solution que j'amène en mettant à la fois mes compétences, mon temps et la structure de ces pilotes à leur service pour développer tout simplement le chiffre d'affaires, la marge, puisque c'est quand même l'essentiel de ce qu'on veut dire. Et pour développer tout ça et pour faire avancer dans le bon sens les choses, on a forcément la vente et des méthodes et techniques de vente pour vendre plus facilement et vendre plus rapidement. C'est un peu un objectif souvent de vendre au mieux et plus rapidement. Alors pour vendre, il existe un certain nombre de méthodes. Je vous en montre juste quelques-unes ici.
Certains d'entre vous les connaissent certainement. On a la méthode CIMAC, hein, qui est une méthode qui fait qui met une situation, qui avance une idée, et puis ensuite on montre un certain nombre de mécanismes d'avantages et on va conclure. C'est une méthode qu'on appelle souvent pour des ventes dites complexes, où c'est pas un simple produit, mais c'est des solutions un peu denses. Et donc on est plutôt sur ce type de vente. Une méthode qui est assez ancestrale finalement, mais qui fonctionne toujours bien, la méthode AIDA, attirer l'intention, éveiller l'intérêt, susciter le désir, action ou aboutir, ou même peu ce qu'on veut derrière. C'est la méthode un peu des camelots, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez sur un marché, sur une foire, euh, vous avez quelqu'un qui va attirer votre attention en disant un certain nombre de choses, puis en vous montrant un certain nombre de choses. Par exemple, il va vous montrer un épluche légumes, c'est souvent ce genre de petit outil. Il va vous montrer que ça marche vraiment super bien. Et à un moment donné, vous allez dire, ben, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir cet outil-là. Et il va aboutir à ça. Donc, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Et puis, C'est une dans des méthode qui est méthodes, vachement utilisée sur les camelots, enfin, sur les réseaux sociaux aussi, hein. Il y a les vendeurs de rêves, également, ça, c'est les rois du pétrole, hein, là-dessus. c'est ça également. Le plus compliqué étant d'attirer l'attention et après, vous rentrez en un espèce d'entonnoir qui fait que vous allez acheter. Une méthode qui est plutôt utilisée dans le commerce, c'est la méthode des 4C. Alors, on parle de 4C, de 5C, de 6C ou de 7C. En fait, on va décomposer la vente en différents modules, dont un module de contact, la prise de contact avec le client, connaître les besoins du client, amener à convaincre le client, et puis, in fine, conclure sa vente. Et puis, je vous parle d'une technique aussi qui est assez connue, qu'on appelle le son casse. Quand vous avez un produit, vous avez une solution à vendre à un prospect ou à un client, assez rapidement, on va essayer de catégoriser ce client-là ou ce prospect pour comprendre en quoi il fonctionne. Par exemple, si vous vendez une voiture et que vous avez quelqu'un qui assez rapidement montre des signes qui nous amène à penser que l'aspect sécurité est important, eh bien, on va vanter l'aspect sécurité du véhicule, parler des crash tests, etc., et faire en sorte qu'il puisse acheter ce véhicule. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui a besoin plutôt de nouveautés, eh bien, on va peut-être lui parler de la dernière Tesla et des dernières innovations. En tout cas, on va mettre tout ça en place. Assez régulièrement dans ma carrière, j'ai formé pas mal de commerciaux, comme tu disais, Olivier. La formation, c'est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte qu'ils utilisent cette méthode. Et j'ai souvent l'habitude de dire que c'est quoi une bonne méthode? Bah, assez basiquement, c'est une méthode qu'on va utiliser. Et donc, une méthode qu'on utilise, c'est une méthode qui, euh, qu'on a réussi finalement à rentrer efficiente et puis qu'on a surtout fait comprendre à la personne qui doit l'utiliser qu'il y a un vrai intérêt d'utiliser cette méthode. Alors, pour y arriver, je vais vous faire une petite démo parce que c'est généralement comme ça que ça fonctionne. On va se projeter un petit peu, on va imaginer qu'on n'est pas dans la masterclass, mais on est plutôt à Roland-Garros et on est là autour de cette réunion. On fait partie du staff de Roland-Garros et on va devoir répartir l'intégralité des matchs du tableau simple messieurs sur les différents cours de Roland-Garros. Et la première question à laquelle on va devoir répondre, c'est combien y a-t-il de matchs? Il y a 128 joueurs. Alors, je vous donne un petit indice pour savoir combien il y a de matchs. Les matchs se jouent deux par deux. Donc, Spontanément, tu as envie de diviser par deux, 128, ça fait 64, puis après tu vas rajouter 32, puis tu vas rajouter enfin, voilà, 32, 13. 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1, mais il me faut la calculette, Patrick, là. Et oui, écoute, je l'ai calculé, ça fait 127. Il y a donc 127 matchs. Et donc, on voit que on arrive à trouver le résultat assez facilement. Maintenant, il y a une méthode pour trouver le résultat beaucoup plus rapidement. On sait que dans un match de tennis, il y a un gagnant, il y a un perdant, et qu'à la fin du tournoi, il y a un seul gagnant. Donc, il y a donc 127 perdants. Et comme je sais que dans chaque match, il y a un perdant, eh bien, il y a donc 127 matchs. Donc, c'est juste une petite méthode qui permet d'aller un peu plus rapidement. Si, par exemple, on se retrouve 15 jours plus tard à Wimbledon,
et je vais te poser la question, Olivier, il y a 256 inscrits au tableau simple messieurs. Du coup, il y a combien de matchs? Bah, si j'ai suivi, ça fait 255, tu vois, grâce à ta méthode. Et on est effectivement à 255. Tout ça C'est pour bon. montrer une chose, si on fait un parallèle par rapport à la vente, euh, sans méthode, on arrive à vendre. C'est pas un souci. On a eu le résultat là, par exemple, du nombre de matchs, donc on arrive à le faire sans méthode. Par contre, avec une méthode, on va le faire plus rapidement et on va avoir un résultat. On est sûr de ce résultat-là. On peut se faire une erreur avec la petite calculette dans la première façon de le faire, mais avec la méthode, on ne fait pas d'erreur. On est sûr d'atteindre ce résultat. Donc en fait, prendre une méthode de vente, c'est être sûr d'arriver à la vente, être sûr d'y arriver plus facilement et d'être plus rapidement dans la conclusion de cette vente. Donc, on va augmenter le taux de transformation et puis on va aller surtout beaucoup plus rapidement. Ce qui veut dire que quand on est chef d'entreprise ou dirigeant d'un certain nombre de commerciaux, eh bien, on va pouvoir faire en sorte que nos commerciaux arrivent de façon beaucoup plus rapide à la conclusion des ventes, donc fassent des rendez-vous beaucoup plus rapidement, donc plus de rendez-vous par jour, donc potentiellement plus de rendez-vous, plus de conclusions de vente, et donc plus de chiffre d'affaires in fine, parce que l'objectif, c'est toujours d'aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires et de marge. Donc en fait, il va falloir si vous avez des commerciaux ou si vous-même vous vendez, il va falloir assez rapidement que vous mettiez en place une méthode. Alors, je vous ai montré au tout début quelques méthodes. On va juste montrer une méthode qui est un petit peu différente, qu'on appelle une méthode dite directe. Euh, et cette méthode d'approche directe, eh bien, c'est tout simplement, dès qu'on commence le rendez-vous, de correspondre à ce que tout le monde attend. Quand on fait un petit sondage rapidement, 95% des gens aiment savoir immédiatement à quoi s'en tenir. Eh bien, dans la méthode directe, on va faire exactement pareil. On va, dès l'entrée avec le client, dès le début du rendez-vous, on va donner son objectif. On va dire pourquoi je suis là. Et ça permet de positionner immédiatement la raison de notre venue. Un objectif, c'est toujours quelque chose d'engageant. On va vendre quelque chose à un prospect ou un client. On va potentiellement signer un contrat avec un prospect ou un client. On va apporter une solution qui va lui permettre de développer son chiffre d'affaires ou peu importe. En tout cas, on va faire des choses qui sont engageantes. Souvent, on a des personnes qui arrivent pour montrer quelque chose, pour démontrer quelque chose, pour expliquer quelque chose. Euh, Quand on montre, quand on explique, une fois qu'on a montré ou qu'on a expliqué, c'est terminé. Il n'y a pas de notion de vente là-dedans. Donc, on va toujours essayer d'engager le client sur cette voie de faire une action de contractualisation finalement avec vous. Donc ça, c'est la première chose. On va l'illustrer tout à l'heure, hein. Si je reprends l'exemple potentiellement du vendeur de voitures qui va rencontrer un dirigeant d'entreprise, ça va être immédiatement bonjour monsieur, je viens pour vous vendre une voiture euh, et, et, euh, et on met notre objectif comme ça. Donc la deuxième chose qui va être très importante et qui est le point majeur finalement, c'est juste après ce que j'appelle l'arme absolue, c'est le qu'en pensez-vous? On va faire réagir le client, on va l'engager directement. Donc si je reprends mon exemple et que je dis ben je suis venu aujourd'hui pour vous vendre une voiture, qu'est-ce que vous en pensez? Immédiatement, le dirigeant d'entreprise va pouvoir dire ce qu'il en pense et va pouvoir réagir. Et de cette réaction, finalement, on va tirer ce qui va nous permettre d'avancer. La réaction, ça pourrait dire, je pense que celui qui va me faire changer de voiture n'est pas encore là, et c'est certainement pas vous, qui peut être une des réactions. Et bien, on va se servir de ça, et en disant tout simplement des choses du type, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous faire changer de voiture? Parce que j'ai l'impression, effectivement, que vous êtes très, très ferme sur le fait de garder votre véhicule. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour pouvoir vous faire acheter, pardon, un autre véhicule? Et là, automatiquement, votre prospect, votre client, va vous expliquer les conditions que vous allez devoir remplir pour pouvoir lui vendre un véhicule. Et de façon insidieuse, quelque part, euh, il vous donne les clés, il vous fait avancer. Donc le qu'en pensez-vous, c'est effectivement une arme assez forte qu'on utilise beaucoup, puisque à chaque fois qu'on va dire quelque chose à son client,
on va lui poser ces questions, qu'en pensez-vous, pour le faire réagir et pour surtout nous permettre de trouver directement les pistes qui vont nous permettre de vendre la solution, le produit qu'on lui propose. Alors le qu'en pensez-vous, il y a différents types de qu'en pensez-vous, hein, bien sûr. Il y a de la sémantique, hein, pure là-dedans. On peut rester sur cette question-là ou demander sa réaction. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ou ça fait quoi en vous? Comment vous réagissez? On peut mettre toute la sémantique possible, imaginable, mais il y a aussi un qu'en pensez-vous qui, lui, est assez redoutable. Quand on a une conversation avec quelqu'un, quand on a une vente avec quelqu'un, ou même quand on fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je vous explique quelque chose dans une réunion Zoom. Si je fais un qu'en pensez-vous du type un silence pendant quelques secondes, vous êtes obligé de réagir parce que on ne peut pas dans une conversation garder des silences. On a besoin, c'est automatique chez nous. On a besoin de combler ce silence-là. Ça devient lourd, ça devient pesant. Si je vous dis à ce stade, vous devez déjà avoir une bonne idée de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire une vente. Si je prends quelques secondes, vous vous êtes certainement tous dit dans la tête oui ou non. En tout cas, vous avez commencé à motiver une réponse. Alors, si on était en face à face, vous la donneriez parce que c'est un peu compliqué. Et on a souvent l'habitude de dire, lorsqu'on a des entretiens pour vendre des choses, pour argumenter un certain nombre de choses, quand vous faites le silence, on dit souvent que le premier qui reprend la parole, il a perdu. En gros, si c'est vous qui maîtrisez le silence, alors des fois, il y a des silences qui peuvent être très longs, mais si vous maîtrisez le silence et que c'est l'autre qui répond, en règle générale, vous allez faire la vente. Le dernier exemple que j'en date, j'ai eu, je sais pas si on peut appeler ça la chance ou la malchance, de faire les négociations centrales pour une marque chez Leclerc. Et donc, on se retrouve au national. On était en plus en visio cette fois-ci. Euh, et, euh, et donc, j'ai décidé de faire un qu'en pensez-vous en mettant un silence qui a été assez long puisqu'il a duré 10 secondes. 10 secondes de silence, c'est extrêmement long. C'est Leclerc qui a repris la parole. Et j'ai pu conclure ma vente là où je voulais le faire parce que il m'a finalement donné les clés pour avoir tous les arguments nécessaires pour aller à cette vente. Donc, qu'en pensez-vous, c'est un point extrêmement important. Et c'est un point, à partir du moment où vous commencez à le faire, qui se fait tout le temps. C'est-à-dire que vous donnez votre objectif, et qu'en pensez-vous derrière? Vous donnez un argument, et qu'en pensez-vous derrière? Vous répondez à une objection à laquelle finalement vous avez la sensation que il n'y a plus d'objection, mais vous allez la valider avec un qu'en pensez-vous derrière. Donc c'est quelque chose qui va devenir automatique. Encore une fois, si on est à l'aise, on pose la question. Si on n'est pas à l'aise, on fait un silence, et ça équivaut à cette question. Donc, on voit que pour faire une vente directe, il y a déjà deux notions importantes. La première, c'est je donne mon objectif. Et la deuxième, je pose la question de qu'est-ce qu'il en pense. Et je vais avoir un certain nombre de clés. C'est extrêmement important à ce stade-là de se mettre ça en tête et d'essayer de se projeter là-dessus. Donc Alors moi, si... parce que j'ai pas mal de questions sur enfin, un peu vas-y. partout là sur Internet. Mais et du coup, bah, je fais un peu une synthèse. Et moi, j'étais formé à l'école de vente américaine pendant 6 ans, de grosse boîte américaine. Et c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment dans le contrôle. Donc, approche directe, l'objectif du rendez-vous, tout est cadré. C'est vraiment le vendeur qui est in charge, comme ils disent. En revanche, sur la méthode de l'approche directe, et ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et, moi, j'ai été formé et biberonné à cette école-là, à savoir que les premières minutes de l'entretien, c'est vraiment dédié à la connaissance, créer du lien avec ton interlocuteur. On est là pour créer du lien, trouver le point commun, pour essayer de créer un maximum de liens, d'empathie, pour après, dans un second temps, faire en sorte qu'effectivement, du coup, l'objectif, l'approche directe, on revient dans le cadre business, passe entre guillemets un peu mieux. Oui, c'est effectivement souvent ce qui se fait dans ces méthodes-là. La problématique qu'on a quand on commence à faire ça, c'est que, et on l'a tous, on va prendre un exemple extrêmement simple, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle au téléphone pour vous expliquer, pour vous demander, par exemple, est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez une maison qui fait combien de mètres carrés? Combien vous avez potentiellement de fenêtres
dans votre maison. On est toujours dans cette création de lien, finalement, on essaie de comprendre, on essaie d'aller chercher des besoins éventuels de la personne, mais rien qu'avec ces petites phrases, on sait déjà où il veut aller, où il veut en venir, et on a déjà commencé à se faire son opinion. On a déjà commencé à repousser un certain nombre de choses. Si je reprends le même exemple, dans une approche directe, je vais plutôt dire, voilà, mon objectif, c'est de vous vendre des fenêtres, et je vais vous expliquer pourquoi mes fenêtres sont vraiment supérieures aux autres et pourquoi vous devriez les acheter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre la personne, finalement, n'a pas le temps de se projeter dans un scénario. Elle doit répondre immédiatement. Elle va se positionner immédiatement avec ce qui sort. On a l'habitude de dire que euh, dans le fonctionnement, les premiers mots que je vais prononcer, c'est ce que je pense réellement. Alors, on a un fonctionnement qui est un peu biaisé puisque lorsqu'on est dans une discussion, on entend, nous, à l'inverse, plutôt les derniers mots et on se focalise sur les derniers mots. Mais ce que pense vraiment la personne, c'est les premiers mots. Et donc, le fait d'avoir une approche directe qui va positionner exactement le rendez-vous et dire où on en est, ça permet effectivement d'enlever cette opinion qu'on pourrait se faire. Par la suite, dès qu'on a fait ça, on peut continuer sur comprendre qui il est, comment. Mais en tout cas, on a posé les choses. L'intérêt de poser aussi finalement l'objectif dès le début, c'est qu'on va pouvoir s'y référer en permanence. C'est-à-dire si mon objectif c'est de vendre une voiture et qu'il m'expliquait que j'étais pas forcément la bonne personne pour lui vendre, et puis il m'a donné quelques clés pour savoir ce que je devais mettre en place pour lui vendre. À chaque fois que je vais donner des arguments, à chaque fois qu'on va parler de choses ou d'autres, et même si c'est simplement dans de la connaissance de la personne, je vais pouvoir remonter quand je veux en disant, vous savez que je suis là pour vous vendre la voiture, etc., etc. Mais en tout cas, je vais pouvoir en faire référence à tout moment. Et donc, c'est hyper important. Donc oui, on peut faire, entre guillemets, connaissance, et dans les premières méthodes que je montrais, lorsque notamment on est sur la CIMAC, on va faire une situation, ou lorsqu'on est sur les 4C, on va être dans la phase connaître. On peut aller dans cette phase-là, mais d'entrée, il faut que je donne mon objectif. C'est hyper important, ça permet de positionner. Et on n'est pas là parce qu'on a vu la lumière et qu'on veut lui montrer comme on a une belle voiture. On est juste là pour lui vendre la voiture. J'ai rien Oui, contre on n'est les pas vendeurs là, de on n'est voitures. pas là pour enfiler les perles. C'est ça, Patrick. Voilà. Ouais, c'est ça, on est là dans un cadre business. Alors, dans le milieu dans lequel je travaille, c'est vrai on est très focus sur cette action entre industriels et distributeurs et dans cette action de vente. Mais finalement, alors, moi, je commence à bosser avec pas mal de PME dans la région. Il y a toujours cette relation. On vient pas simplement pour prendre un café ou pour discuter et passer un bon moment. Oui, ça peut se faire quand on a le client et au fur et à mesure, et là on va parler de fidélisation, là on est vraiment dans une méthode qui s'adresse beaucoup à la prospection, beaucoup au premier rendez-vous, et une fois que les clients, on fera tout le relationnel, mais même avec le relationnel, on va donner directement dans l'objectif. C'est extrêmement important de fonctionner comme ça. Donc qu'en pensez-vous, j'ai répondu aux questions, Oui, Olivier. oui, c'est très bien, bien sûr. Oui, oui, c'est super. Le qu'en pensez-vous, donc c'est tout le temps. On a un coutume de dire que plus le client parle, plus vous avez de chances de faire la vente. Parce que en utilisant cette méthode, vous allez forcément faire parler le client et qui, lui, au fur et à mesure de la vente, va mûrir et va de plus en plus intégrer qu'il se positionne dans l'achat. D'autant plus que vous l'avez dit dès le début, que vous étiez là pour acheter. Donc à partir du moment où il est plutôt en accord avec vous, qui vous donne les clés et que vous répondez finalement à sa demande, on s'oriente de plus en plus vers la vente. Donc ça, c'est les deux points importants. Et alors, c'est compliqué de faire ça en Zoom, mais l'idée, c'était de faire un petit jeu de rôle. Alors peut-être que vous pouvez mettre juste deux phrases dans le chat pour faire ça. Euh, L'objectif ici, il est simplement de se mettre dans cette peau-là. Donc pensez, alors je vous ai mis un exemple, mais pensez à votre société, à ce que vous faites, à ce que vous vendez au quotidien, et essayez juste d'écrire mon objectif. Alors vous rencontrez un prospect, et vous allez très vite donner votre objectif et mettre un camp de pensez-vous derrière, sachant que rien que le fait de le dire, et dans les réunions que j'ai pu animer, ça vous met déjà dans ce processus qui est un petit peu différenciant par rapport à ce que vous faites, et vous vous rendez compte que ça fonctionne. Et puis il y a un autre effet, c'est que ça vous oblige à dire finalement
qu'est-ce que je vends? Alors, si je vends une voiture, c'est assez simple, mais la plupart du temps, on vend plutôt des solutions. On vend un produit plus une société avec des services après-vente et autre chose. En tout cas, on vend plutôt des solutions. Et donc, de bien concrétiser ce que je vends. Qu'est-ce que je veux apporter à mon client? Donc, si vous le voulez bien, essayez de faire l'exercice. Ce qu'on pourra faire, Olivier, peut-être, c'est à la fin, tu m'enverras les phrases, et moi, j'essaierai de donner mon point de vue sur ces phrases-là et peut-être de les corriger un petit peu, et on vous fera un retour là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut essayer ou si toi tu veux essayer, Oui, oui, Olivier, vu que bah, ça du m'est coup, donc là, l'idée, c'est voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez écrire une phrase ou deux dans le chat en simulant bah, ce que vous vendez et du coup, en vous présentant comme si vous étiez face à un prospect et en définissant votre objectif. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons que donc, moi, j'ai une agence digitale. Je dis bonjour, bonjour Monsieur Patrick, j'espère que vous allez bien. J'ai vu votre site internet et j'ai vu qu'il y avait surtout des améliorations à apporter qui pourraient vous faire gagner beaucoup plus de clients. Qu'en pensez-vous, mon cher Patrick? Alors, ce que j'en pense, c'est que voilà, on est dans le processus. J'ai un petit souci sur l'objectif. Encore une fois, il faut qu'on soit sur quelque chose de concret. Donc, tu viens clairement lui vendre une solution qui va lui permettre effectivement d'améliorer son site internet pour aller chercher plus de prospects. Donc, si on est dans une approche directe, on va plus être sur bonjour monsieur, bonjour Olivier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous vendre une solution qui va vous permettre d'avoir plus de prospects et je vais vous expliquer comment on va pouvoir améliorer un certain nombre de choses sur votre site pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que vous en pensez? On est directement dans l'action. On va effectivement, à ce moment-là, positionner, lister que tu viens lui vendre quelque chose. On n'est pas juste là pour regarder comment est son site et voir potentiellement où est-ce qu'il y a des améliorateurs. On arrive directement en disant, je peux largement améliorer votre site pour aller drainer beaucoup plus de clients potentiels. Donc, faites le test, écrivez la phrase et puis je vous enverrai quelque chose à la fin. Je sais que sur des, des personnes qui sont par exemple dans l'assurance, dans les placements financiers, dans ces choses comme ça, c'est un exercice qui est intéressant. Souvent, j'ai eu des réponses en disant, mais moi, je vends pas un produit, je vends finalement une solution, un encadrement. Et, et la proposition de valeur, elle est compliquée finalement à mettre en œuvre. Et puis en cherchant, on arrive à avoir cette proposition de valeur et derrière, les ventes, elles sont décuplées. Alors, j'ai Patrick, j'ai Michel qui nous dit cette méthode est bien quand on vend un bien, un produit donc, mais dans la santé où l'émotionnel est important, ça ne marche pas. Donc Michel, il vend des appareils qui vont aider la personne et le test est obligatoire. Qu'est-ce que tu aurais envie de Qui, répondre à qui Michel? vont, des appareils qui vont aider la personne à aller mieux, c'est ça? C'est ça, Michel? Alors, si on t'entend pas. Je te vois parler, je te vois bouger les lèvres, Michel, mais on t'entend pas. Oui, c'est ça, il a dit oui, exactement. Ok. Euh, eh bien, alors, il est vrai que quand on est dans le médical, on va pas forcer une vente on va voir effectivement le bien-être de la personne, mais on peut très bien arriver en disant, voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est, oui, on va le dire, c'est de vous vendre une solution qui va vous permettre d'avoir un bien-être amélioré, qui va vous permettre d'être mieux. Mais avant tout ça, on va regarder si cette solution peut vous convenir. Juste mettre, à un moment donné, de mettre cette notion de vente d'achat, en tout cas que la personne ait un acte. Et même si on est sur du médical, à un moment, il va falloir que le patient achète quelque chose ou contractualise quelque chose. Donc, Alors, j'ai Idriss qui s'est prêté au jeu, là, qui nous a mis une phrase. À la rigueur, je peux ouais. te le dire. Bonjour monsieur, je viens à ce jour proposer la construction d'un hangar photovoltaïque clé en main, totalement financé par notre société, avec en contrepartie un bail emphytéotique afin de pouvoir rentabiliser cette construction en revendant l'électricité ainsi produite. Qu'en pensez-vous? Pas mal ça, ce qu'il a mis, Idriss. C'est pas mal, c'est un peu long. Tu refais juste le début. Alors, bonjour monsieur, je viens à ce jour proposer la construction d'un hangar photovoltaïque clé en main, totalement financé par notre société, avec en contrepartie un bail emphytéotique afin de pouvoir rentabiliser cette construction en revendant l'électricité produite. Ok. Qu'en pensez-vous? La Moi, je démarche pense est bonne. Après, c'est peut-être un la peu long. démarche est bonne, c'est peut-être un peu long, il faut peut-être sortir le bénéfice client un petit peu plus rapidement. En gros, si je comprends bien, le financement
est totalement réalisé par sa Par le société. prestataire, c'est ça? Moi, si je suis client, ça va rien me coûter. Et l'avantage, c'est que j'ai effectivement un hangar qui est disponible pour moi et que je vais pouvoir utiliser. Donc, peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus percutant là-dessus. Aujourd'hui, effectivement, je vous apporte une solution totalement innovante qui vous permet d'avoir un hangar gratuit, si c'est ça l'idée, par un moyen extrêmement simple, puisqu'on va totalement financer les choses et on va pouvoir je n'ai pas retenu toute la suite parce qu'il y Oui, avait oui, des oui, termes. non, mais Donc, c'est mais en exactement gros, c'est ça. ça. J'ai un Mais autre c'est exemple, Patrick. Bonjour, monsieur le client. Je vous propose aujourd'hui de vous équiper d'un logiciel de gestion sur mesure qui va enfin vous offrir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. En plus, il est hyper simple à utiliser et beaucoup moins cher que les solutions standards du marché. Qu'en pensez-vous? c'est une bonne mise en action. Et moi, je pense que j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison. Et on va retomber dans ce que j'ai dit tout à l'heure. OK, ben, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour changer ou envisager de changer potentiellement? C'est ce petit fonctionnement-là qui fait Ouais. qu'à un moment donné, on va basculer sur des choses différentes. Testez-le, essayez-le. Et bien sûr, vous ne le ferez pas d'entrée à tous vos clients, mais essayez-le une ou deux fois. Et comme on l'a fait au tout début, et c'est pour ça que je vous l'ai fait, imaginez qu'on est à Roland-Garros, on voit la méthode, on essaie de l'appliquer, et si ça fonctionne, on est convaincu et on va l'utiliser. Donc faites-le au fur et à mesure, et vous verrez que déjà on engage beaucoup plus le client. Maintenant, quand on va faire une vente, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, je vais vous mettre quelques éléments qui sont importants dans une vente, c'est ce qu'on appelle la chaîne des oui. La chaîne des oui, c'est des moments importants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez amener un argument ou répondre à une objection potentiellement, et cette objection n'existe plus, puisque vous avez répondu correctement ou l'argument est plutôt bon. Si je reprends l'exemple du début de la voiture, et que j'ai cerné un peu mon personnage, je veux dire, ben voilà, cette voiture a un aspect sécuritaire, et je viens de vous le montrer, plutôt important, et c'est un facteur clé de décision chez vous. Bon, alors on fait soit un qu'en pensez-vous, soit un espace, soit un silence, et le client va répondre oui. Et donc, quand vous faites une vente, vous avez généralement toujours un petit cahier pour noter ça, et donc vous allez noter effectivement que sur l'aspect sécuritaire, on a un oui. Et vous allez le faire comme ça tout au long de la vente. À la fin de la vente, quand vous allez sentir que vous êtes prêt à conclure parce que vous avez quand même eu pas mal d'accords et pas mal de oui, eh bien, vous allez faire quelque chose d'assez simple. Vous allez reprendre tous vos oui en disant, on a vu tout au début de cet entretien l'aspect sécuritaire et on est d'accord pour dire que cette voiture a un aspect sécuritaire qui est totalement satisfaisant, n'est-ce pas, monsieur mon client? Et le client va vous dire oui, etc., etc. Et on va en prendre un, deux, trois. Généralement, après trois oui, on a tendance à donner un autre oui. Donc, jugez-le et évaluez-le, mais allez chercher trois oui ou quatre oui que vous avez eu pendant votre entretien, et ensuite vous posez la question fatidique. Du coup, vous achetez mon véhicule, et vous avez forte chance, après trois ou quatre oui, d'avoir le cinquième oui, qui sera la vente de ce véhicule-là. Donc, la chaîne des oui, c'est un point important. C'est un peu comme si vous mettiez en exergue tous vos petits succès pendant la vente, et on les reprend, et on est sur du positif, et généralement, on va chercher la vente. Donc ça, c'est important, et ça va nous amener donc sur cette conclusion avec un oui. Donc ça, c'est un élément aussi de la vente directe ou d'autres ventes, mais en tout cas, dans cette vente directe, on va chercher des oui assez rapidement. Et puis, alors on n'est pas tout seul dans un entretien de vente, hein. Il y a l'acheteur en face avec plus ou moins de techniques de vente, et notamment il y a des techniques qui s'appellent les curseurs de pouvoir, qui sont des éléments utilisés par votre client, utilisés par l'acheteur pour finalement diminuer votre capacité à le convaincre. Donc il y a des facteurs euh, différents. Si on prend le premier qui est le poids, vous amenez par exemple une nouvelle solution à un de vos clients existants qui est un gros client, qui est quelqu'un qui pèse beaucoup en termes de chiffre d'affaires. Et puis vous lui expliquez que voilà, vous sortez ce produit-là, et que dans l'acte de sortie, bah, vous faites une promotion pour les clients de 10% sur ce produit-là. Et lui, il va vous dire tout simplement, bah, compte tenu du chiffre d'affaires que je réalise dans votre société, qui est largement supérieur à 30 ou 40% de votre chiffre d'affaires, j'estime que 10% de remise, c'est pas du tout assez. Donc, si vous voulez que je reste client,
va falloir me mettre une remise beaucoup plus importante parce que je suis votre plus gros client. Donc, c'est un des curseurs qui fonctionne plutôt bien. D'autres curseurs que vous pouvez avoir, l'influence, vous savez que je connais votre patron. Et donc, vous allez devoir donner un peu plus. La sanction, c'est si j'ai pas ça, si j'ai pas cette remise que je vous demande, on va arrêter de travailler ensemble. Et puis en plus, et je peux les cumuler, hein, en plus, je connais un tel qui bosse aussi avec vous, et je vais lui dire de plus bosser, etc., etc. Vous avez aussi souvent dans des entretiens le curseur du temps. Là, vous prenez un rendez-vous avec un client pour un entretien qui va durer à peu près 1 heure, et à peine vous êtes rentré, il vous dit, écoutez, j'ai une contrainte, j'ai juste 5 minutes, donc allez-y rapidement, s'il vous plaît. En 5 minutes, généralement, moi, j'ai juste le temps de reprendre un rendez-vous. Parce que ma vente, si j'ai mis 1 heure, c'est qu'elle dure 1 heure et que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de voir un certain nombre de choses pour le convaincre. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ce curseur du temps. Ces curseurs du temps, ils sont là pour finalement vous pousser dans vos retranchements. Je vais juste faire une petite slide assez rapide sur le fonctionnement du cerveau. Vous savez qu'on a 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau des émotions, le cerveau limbique ou le cortex ou néocortex dans lequel on réfléchit. Quand vous faites une vente, vous avez préparé cette vente, vous avez préparé vos arguments et vous êtes vraiment dans le cortex, vous êtes vraiment en réflexion. Si vous avez des curseurs du pouvoir notamment qui sont mis en place, ils vont vous faire descendre dans le cerveau émotionnel ou le cerveau limbique. Et avec cette émotion, vous allez perdre le fil de votre vente. Et vous allez remonter à un moment donné et reprendre un peu de poids et recommencer votre vente. Mais si on imagine que la vente, c'est une ligne, vous remontez pas forcément au même endroit. Donc vous allez oublier des choses, vous allez avoir des moments de faiblesse qui peuvent amener finalement à donner plus de remises que prévu, à donner plus de délais, par exemple, de paiement ou autre que prévu. En tout cas, tous ces curseurs de pouvoir, toutes ces émotions qui arrivent, eh bien, vous allez vont faire en sorte que vous allez vendre un peu moins bien, un peu différemment. Donc, si on prend juste les émotions, il y a 4 grandes émotions, hein, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Euh, donc, toutes ces émotions sont amenées par un certain nombre d'éléments. La peur, le danger, l'injustice pour la colère, la perte pour la tristesse et la joie pour le bien. Et pour évacuer finalement ces émotions-là, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir les évacuer. Par exemple, si je me sens en danger, j'ai peur, et pour que je n'ai plus peur, il faut que je ressente de la sécurité. Alors, dans un entretien de vente, c'est extrêmement compliqué de trouver, par exemple, si la personne en face me fait peur, de trouver un moment de sécurité, parce qu'on est seul face à cette personne-là, et si la personne est un peu agressive, mais ce qui peut être un profil, hein, je fais une petite digression, il y a souvent 3 profils d'acheteurs, hein. L'acheteur agressif, l'acheteur fuyant, et l'acheteur qui est plutôt copain. Euh, en règle générale, l'acheteur qui est plutôt copain avec vous, c'est celui qui va vous retirer le maximum de remises, de délais de paiement, etc. Le copain, c'est vraiment celui qui est très difficile. On a envie de lui donner tout. Or, c'est une vraie astuce pour la fin. Donc, si on est face à un acheteur qui est agressif, on a potentiellement peur parce qu'on se sent un peu en danger. Et donc, il va falloir trouver de la sécurité. Ça va être extrêmement difficile parce que, comme on n'est que tous les deux en face à face, on n'a pas cette sécurité. Donc, dans cette méthode, le troisième point qui est finalement important, c'est de donner son émotion. Par exemple, si j'ai peur, à un moment donné, je vais dire, écoutez, je suis désolé, je sens beaucoup d'agressivité et franchement, ça me fait peur. Ça a 2 effets. Le premier effet, c'est que de donner cette émotion, ça va permettre de la soulager légèrement, pas complètement, mais de la soulager. La deuxième chose, c'est que la personne en face de vous, eh ben, elle va se positionner. Oui, elle essaye de vous mettre en danger, elle essaye de vous faire peur, ou elle n'essaye pas de vous faire peur. Et donc, elle va se positionner par rapport à ça, et après, on avancera sur une autre façon. De façon un peu plus grivoise, on pourrait se dire, j'ai l'impression, et ça arrive beaucoup dans certaines ventes, j'ai l'impression d'être pris pour un con, monsieur, dans cette vente. Et vous mettez juste une petite phrase derrière en disant c'est le cas ou pas? Et là, la personne va se positionner.
oui et elle vous prend pour un con, non, elle vous prend pas pour un con. Si c'est oui, ben, on part dans un autre registre que la vente. Mais si c'est non, on va repositionner les choses et généralement, l'autre va se repositionner en dessous de vous et ça va être beaucoup plus facile et vous êtes beaucoup plus libéré. Et le fait de donner cette émotion, ça permet, encore une fois, dans la vente où on est plutôt dans le cortex, on est plutôt sur quelque chose de très réfléchi, le fait de donner rapidement une émotion qui monte, eh bien, on va pouvoir revenir exactement où on en était dans cette vente. En fait, plus on descend en profondeur dans les cerveaux, plus c'est difficile de garder la vente. Donc, on est plutôt bien constitué. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, vous la sentez monter. Dès que vous la sentez monter, vous la donnez. Parce que pour vous, elle est justifiée. Et en plus, votre émotion, elle n'est jamais remise en cause. C'est vous qui avez la sensation. La personne en face ne peut pas avoir cette sensation. Donc c'est finalement le troisième point important. On a vu qu'on tenait sur notre objectif, on posait une question, qu'en pensez-vous? Et puis dès qu'il y a une émotion qui monte, on donne ces émotions. Ces trois clés permettent réellement d'aller chercher des ventes extrêmement rapides et avec des taux de transformation qui sont extrêmement importants. Donc donner son émotion. C'est pas naturel de partager ses émotions. Oui, on est de plus en plus dans un On n'est monde pas aseptisé. été, c'est pas naturel et puis c'est pas notre culture non plus. On n'a pas été élevé Exactement. comme ça. Et ça, Alors, c'est un vrai enjeu dans la vente, le ouais, sujet. c'est un point important parce que quand on a vu juste avant les curseurs de pouvoir, ces curseurs de pouvoir sont faits pour vous pousser dans ces émotions-là et pour vous faire perdre pied. On dit souvent, alors effectivement, quand on parle de grande distribution, quand on se retrouve dans des box de négociation, juste pour vous brosser le tableau, un box de négociation, en règle générale, chez des gens comme Intermarché, Leclerc, on se retrouve dans le box, on est tout seul, ils sont cinq ou six en règle générale. On a souvent le bon, la brute et le truand, avec des gens qui vous invectivent, qui vous poussent dans vos retranchements. Et forcément, il y a des émotions qui montent. Si on se prend toutes ces émotions-là, qui peuvent être la colère, la peur, la tristesse, par exemple, c'est souvent des émotions négatives qu'on essaye d'aller chercher quand on est acheteur, et bien là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle un peu la panique. On sait plus trop où on en est, on sait plus trop ce qu'on veut faire, on sait plus trop comment s'en sortir, et là, on panique un peu. Et c'est à ce moment-là que les acheteurs vont accentuer pour aller chercher finalement quelque chose et pour sortir de cet état émotionnel, vous allez lâcher. Vous allez lâcher un truc, une promotion, une remise, un délai de paiement, peu importe, mais en tout cas, vous allez lâcher quelque chose. Que si vous sortez votre émotion, eh bien, vous allez pouvoir repositionner les choses et tout le monde va redescendre parce qu'on est là dans une vente, on n'est pas là dans un combat de boxe et donc les choses vont redescendre automatiquement. Donc oui, c'est pas naturel, mais comme c'est pas naturel, quand on la sort, ça fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, Donc c'est intéressant sortir de voir, est-ce que parmi tous ceux qui sont dans le Zoom ou ailleurs, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé face à un client ou un prospect d'aller sur ce registre émotionnel, hein, mais vous pouvez venir partager ou mettre dans le chat, c'est intéressant. C'est pas quelque chose qui est naturel. Et en tout cas, alors pour l'avoir utilisé et fait utiliser un grand nombre de fois, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Ah oui, mais ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a vu ça, on a vu vraiment des clés importantes d'une vente directe. Maintenant, dans une vente, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a forcément les objections. Le principe, c'est que le vendeur a des arguments et l'acheteur a des objections. Quand on essaye à l'acheteur, avec un acheteur, de lui faire argumenter ses objections, ça devient compliqué. Justifie pourquoi tu as cette objection. D'accord. Il y a deux grandes familles d'objections. Les objections sincères, c'est des sensations, des sentiments qu'a l'acheteur, et des objections fondées. Vous avez une solution, vous avez un produit qui, par certains aspects, ne correspond pas exactement ou pour lequel il manque un certain nombre de fonctionnalités ou peu importe. En tout cas, ce sont des objections qui sont fondées. Euh, Quand vous avez des objections sincères et fondées, ce sont des objections dites réelles, et on va voir qu'on a des méthodes pour travailler ces objections-là. Quand elles sont non sincères, non fondées, c'est ce qu'on appelle des objections tactiques ou des fausses barbes. J'ai pas le temps, j'ai pas besoin, etc. Ce sont
des choses qui sont faites juste parce que c'est pas le moment, il n'a pas envie, etc. Donc, il va falloir creuser, aller plus loin et l'engager et notamment donner potentiellement un argument et mettre un qu'en pensez-vous derrière et des arguments assez forts. Et puis, généralement, ça fonctionne. Vous avez des objections qui sont sincères, c'est-à-dire qu'il a vraiment ce sentiment-là, mais qui sont non fondées. Vous savez que votre produit ou votre solution apporte tout ce qu'il faut sur le marché. Donc là, c'est juste un doute, il va falloir lever le doute. Maintenant, quand il y a les deux, c'est ce qu'on appelle vraiment les objections au réel, et là, il va falloir travailler dessus. Et on va le voir juste après. Juste, J'ai plein de commentaires, mais je ne pourrais pas tous les ouais, vas-y, traiter. Parce vas-y. J'ai plein de personnes qui ont mis aussi leur objectif, mais éventuellement, je te ferai un mail, Patrick, et puis on pourra répondre si on a Bien encore un sûr. peu de temps. Mais là, j'ai une remarque de Tim qui nous dit que selon les neurosciences, le déclencheur de la décision d'achat se ferait en partie au niveau du cerveau reptilien et également au niveau du cerveau limbique qui gère les émotions. La vente serait émotionnelle et le cerveau reptilien prendrait la décision d'acheter. Ça serait uniquement dans un deuxième temps que toute la partie logique et rationnelle du cerveau validerait l'achat. Je suis d'accord avec ça. J'ai pas dit que l'achat se faisait simplement dans le cortex. J'ai dit que tout le processus de vente qui est très clair et qui est préparé se fait dans le cortex. Et après, effectivement, euh, il y a, il y a un certain feeling, il y a une certaine sympathie, il y a un certain, effectivement, sensation qui fait qu'on a envie de faire. Mais par contre, toute la vente, toute la façon dont je vais expliquer les choses, dont je vais démontrer les choses, dont je vais recevoir les informations et réagir, tout ça se fait dans le cortex. L'émotion, quand je suis moi en vente, l'émotion, c'est un facteur qui va être compliqué. À l'inverse, effectivement, l'acheteur, le but, c'est d'aller toucher ses émotions pour, dans mes démonstrations ou dans mes projections, hein. Moi, je donne beaucoup d'exemples qui sont déconnectés, un peu comme je fais là avec le vendeur de voiture ou autre chose. J'essaie de déconnecter de la réalité de ce qu'on fait pour donner des images, et les images apportent des émotions. Donc, dans la vente, je mets beaucoup de choses comme ça, mais c'est très, très réfléchi. Il faudrait peut-être que j'allume ma lumière parce que je Mais on suis un te peu voit bien, cadavérique tu là. peux continuer, Patrick, on te voit très Oui, bien. je suis un peu Non, mais cadavérique là, comme ça. on te voit, on te voit très bien. Donc oui, Magnifique, tu rayonnes. l'émotion, n'en fais pas trop, Olivier. L'émotion est importante pour l'achat. Par contre, la vente, elle se fait effectivement que dans le cortex. Dans les objections, euh, il y a aussi des objections potentiellement qui reviennent régulièrement sur votre produit, sur votre solution. Il y a une tactique qui est très simple, alors qui marche pas dans 100% des cas, mais qui marche plutôt bien quand même, c'est de les balayer. Par exemple, on vous dit souvent que votre produit est trop cher et que vos délais de livraison sont beaucoup trop longs. Vous pouvez très bien attaquer une vente en disant, alors je sais, mon produit est beaucoup plus cher que les autres et mes délais de livraison sont beaucoup plus longs que les autres. Maintenant, j'ai un produit qui a une qualité qui est nettement supérieure et finalement, quand on regarde la durabilité de mon produit, le prix redevient complètement compétitif et c'est les raisons pour lesquelles on achète. Alors maintenant, on essaie de s'améliorer sur l'aspect potentiellement livraison. Mais en tout cas, euh, je sais que j'ai ces caractéristiques-là. Ça permet potentiellement d'en balayer quelques-unes et de passer à d'autres objections. Et puis, il y a aussi le fait d'aller chercher des objections. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, mais votre produit est trop cher. Et OK, j'entends, il est pour trop cher. Vous avez d'autres objections, monsieur. Et donc, il va vous donner d'autres objections. Et puis, la couleur est pas belle, et puis la forme, le design me plaît pas, etc., etc. Et il va vous prendre deux, trois, quatre, cinq objections. Et puis, vous avez simplement rassemblé ces objections et lui dire, voilà, vous m'avez donné un certain nombre d'objections qui font que potentiellement aujourd'hui, vous n'êtes pas apte à acheter ce produit-là. S'il y avait une seule objection qui était primordiale pour l'achat, qui ferait que si je réponds pas à cette objection, eh bien, vous n'achetez pas. Ça serait laquelle? Alors, vous prenez-en une ou deux si vous pouvez pouvoir retomber sur vos pattes. Mais du coup, si vous dites, ben, moi, le truc qui est vraiment rédhibitoire, c'est la couleur du produit. OK. Donc, si je vous amène une autre couleur de produit, vous pouvez l'acheter. Et en fait, vous avez balayé toutes les autres. Donc, c'est une autre façon aussi d'aller chercher un maximum d'objections pour traiter finalement une ou deux objections et évacuer toutes les autres. Là, à l'intérieur, on aura des objections non sincères ou non fondées.
ou sincère et non fondée, etc., etc. Maintenant, quand on est sur des objections qui sont réelles, il y a deux méthodes euh, pour traiter cette objection. La méthode crack, qui consiste à creuser cette objection, à comprendre d'où elle vient et ce qu'elle amène au client, à reformuler pour être sûr qu'on a bien parlé de la bonne objection, à argumenter pour expliquer que finalement l'objection est non fondée, et puis à contrôler que l'argument qu'on a donné efface bien l'objection. Concrètement, hein, si on est sur, encore une fois, un achat de voiture et que la personne dit, bah, moi j'ai la sensation que cette voiture, elle me semble fragile et je me sens pas en sécurité. Ok, donc selon vous, l'aspect simplement de la voiture vous montre une certaine fragilité, c'est ça? Et sachez qu'elle est en carbone, que donc c'est extrêmement fin. Regardez les crash tests qu'on a passés, on a les meilleures notes qui existent finalement sur ce type d'éléments, ce qui nous amène à un niveau de sécurité qui a jamais été égalé sur ce type de véhicule. Donc j'ai donné un certain nombre d'arguments, je vais juste contrôler. Est-ce que tout ça vous rassure? Est-ce que aujourd'hui on peut se dire que finalement cette voiture, même si d'aspect elle vous semblait pas sécuritaire, elle est extrêmement sécuritaire. Oui, elle est sécuritaire, mais on va pouvoir passer à autre chose. Et puis l'autre aspect également qu'on peut faire, alors sur des objections qui sont peut-être moins fondamentales, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode ABC. On va amortir, basculer et continuer. Si je reprends un produit qui est particulièrement cher, qui non mais je vais pas pouvoir acheter votre produit, il est vraiment trop cher. Effectivement, monsieur, mon produit est plus cher que mes concurrents. Là, je suis simplement en train d'amortir. Je m'inscris pas en faux. Je vais pas lui dire, mais non, sur 5 ans de durée de vie, quand on remet les choses en perspective, c'est beaucoup moins cher. Je vais pas continuer là-dessus parce que là, je suis en face à face et ça va être compliqué. Donc, je vais amortir. Oui, et j'abonde. Oui, effectivement, mon produit est nettement plus cher que les autres. Et là, je vais basculer. Donc, maintenant, il a une durée de vie qui est beaucoup plus importante que les autres, ce qui fait que sur tout le temps d'utilisation de ce produit, in fine, vous allez investir, certes en début, mais économiser au final parce qu'on dure 2, 3, 4 ans de plus que les autres. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, et donc je vais continuer, c'est la raison pour laquelle je vous propose sur ce produit-là de, etc., etc. Donc ce sont deux méthodes qui, lorsqu'on a des objections qui sont fondées et qui sont sincères, qui permettent d'aller un peu plus loin et de bien finalement, d'une part, les comprendre et puis évacuer. Et à chaque fois, n'oubliez pas, vous avez le qu'en pensez-vous, puisque quand j'ai contrôlé, on est bien d'accord que cet argument va finalement annuler complètement cette objection. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il va vraiment évacuer complètement. Et puis pour terminer, on a dans une vente, bien sûr, des arguments. Il y a, à mon sens, pour en avoir fait beaucoup, il y a une méthode qui fonctionne extrêmement bien sur les arguments, ce qu'on appelle l'APB, l'avantage, preuve, bénéfice. Voilà, cette voiture est extrêmement forte en termes de sécurité. La preuve, regardez les crash tests avec cette note qui est nettement supérieure à tout ce qui existe aujourd'hui en France. Et le bénéfice pour vous, c'est que vous pouvez prendre cette voiture avec votre famille en toute sérénité et pouvoir faire vos voyages, vos road trips, peu importe, avec simplement le plaisir de découvrir de nouveaux paysages, etc., etc. En tout cas, cette méthode avantage, preuve, bénéfice fonctionne extrêmement bien. Appliquez-la sur votre business. Et puis, juste sur les arguments, on donne un argument, on valide l'argument, on fait réagir sur cet argument et on passe au suivant. Éviter ce qu'on voit souvent, ce qu'on appelle les arguments mitraillettes. Voilà, cette voiture, elle est hyper jolie, elle a un super design, elle est super sécuritaire, elle a un confort de dingue, il y a des tas de nouveautés à l'intérieur. Allez, on a cramé tous nos arguments et il va simplement dire bah, une objection sur un truc. Et je vais dire, ouais, mais elle est super sécuritaire. Ouais, mais ça, vous l'avez déjà dit. Ouais, mais il y a plein de nouveautés. Mais vous l'avez déjà dit, et quoi d'autre? Et en fait, on a tout utilisé. Donc, si on se résume un petit peu, dans la méthode directe, on va donner son objectif, faire un qu'en pensez-vous pour faire réagir et surtout faire parler le client et finalement
lui répondre par rapport à ses réactions. Et puis, on va donner son émotion quand elle monte. Et on va traiter les objections, soit en les évacuant d'entrée, soit en allant toutes les chercher. Et puis, finalement, en traitant qu'une seule objection, et j'ai des arguments avec une méthode extrêmement simple qui permet d'avoir des arguments qui ont un poids important finalement dans mon discours. Et donc voilà un peu le fonctionnement. J'avais juste une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant, on retrouve les fondamentaux. Merci de la part de Tim. Alors, j'ai pas mal de questions. Moi, j'avais une question sur l'objection qui tue, mon cher Patrick. C'est ben, ok, très intéressant, Patrick. Je vais réfléchir ou on va réfléchir. Comment tu Ok. traites? Qu'est-ce que tu conseilles au je vais réfléchir? Alors, à la réflexion, généralement derrière, je vais toujours mettre ce qu'on appelle une échelle. C'est-à-dire que, OK, vous allez réfléchir sur une échelle de 1 à 10, finalement, pour bien comprendre les choses, je vous ai convaincu à quel niveau. Et Ça, donc, c'est la personne en face va vous dire, ben, j'ai besoin de réfléchir, là, je suis convaincu à 8. OK, je suis un peu déçu, moi, personnellement. Je vais donner mon émotion, hein. Je suis un peu déçu parce que j'ai pas réussi à vous convaincre finalement à un niveau de 10. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour vous convaincre à 10? ça, c'est Et vrai. donc, automatiquement, il va vous dire, bah, il manque ça et ça. Il va lever ses freins. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Olivier, il y en a une autre aussi qui vient souvent. OK, je vais voir ça, je vais en parler à mon boss et Ah, ça, on va voir ce qu'on peut faire. ah, bah, Et là, moi, c'est ma spécialité, ça. Quand on voilà. essaie de prendre des trucs. Ah, Alors, bah, c'est la même chose en fait. Je dis, généralement, on a tendance à dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider à convaincre votre boss? Puis il me dit, non, 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 je suis grand, je vais réussir à le faire. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le charger, lui. Et donc, on va faire la même chose. Bah, vous, par exemple, vous êtes convaincu, et si on se met une échelle de 1 à 10, vous êtes convaincu à combien? Alors, il peut me dire à 8, et je vais refaire mon même petit laïus, puis finalement, il va passer à 10. Puis, ok, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, on va refaire la même échelle, mais sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi les chances que vous avez de convaincre finalement votre boss? Ah ben, je suis à 4, à 5, à 6, à 7. OK, qu'est-ce qui vous manque pour le convaincre? Et donc, on va éliminer là aussi les choses. Et à un moment donné, il dire, ah, je suis quasiment à 8, 9, je suis quasiment sûr de le convaincre. Et là, on va juste le charger. Genre, ben, c'est super, je vous fais confiance. Donc, la vente est faite. Je suis vraiment super content. Et ben, je vous laisse voir avec votre boss et puis revenir vers moi. Et comme tu l'as chargé en lui disant, ben, c'est super, la vente est faite, j'ai super confiance en vous, il va faire tout ce qu'il faut pour vendre parce qu'il ne veut pas perdre la face à toi. Donc voilà, c'est aussi ces échelles, ça marche très bien. c'est facile quand on t'écoute, Patrick. Ouais, ouais, après il y a les émotions, après il y a plein de choses qui sont compliquées, qui font que c'est potentiellement un peu difficile, ouais. Est-ce qu'il te reste encore un peu de gaz? Parce que j'avais. Toujours. Ouais, bon, super. C'était essayer à écrire son objectif, tu sais. Donc, si tu es prêt, tu m'entends bien, Patrick? Allez, je suis dans les Alors, starting blocks. je t'ai promis de partager sa phrase avec toi. Nous sommes spécialisés dans la sécurité informatique et notamment la cybersécurité. Nous proposons des audits de cybersécurité pour évaluer votre niveau de protection. Avez-vous déjà fait des audits? Et donc là, il me dit qu'il ne voit pas à quel moment il peut intégrer. Qu'en pensez-vous? Comment il Ouais, pourrait ouais. reformuler son script? Alors le problème qu'on a, c'est que quand effectivement on dit est-ce que vous avez déjà fait des audits? Là, on ouvre un champ d'objection qui est extrêmement large. Oui, j'en ai Ouais, fait plein, ça a amené à rien. c'est ça. Euh, Question fermée. donc, et la cybersécurité, c'est quelque chose qui monte beaucoup en ce moment. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a aussi des attaques dans tous les sens. Et il va falloir, dans un système où on a du mal à comprendre, rassurer le client très rapidement. Donc, en fait, ils vendent une solution de cybersécurité qui va faire en sorte que le client n'ait plus aucun problème de sécurité informatique. Donc, il faut juste commencer tranquillement par ça. Aujourd'hui, je suis venu vous voir parce que je vais vous vendre un outil de cybersécurité ou une solution de cybersécurité qui fera que vous aurez plus aucun souci informatique, plus aucune attaque et aucun élément potentiel. Pour ça, on va évaluer sur votre système informatique quels sont
finalement les risques que vous avez. Et si je vous fais une démonstration qui est probante, eh bien, vous allez pouvoir m'acheter ma solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut toujours qu'il y ait une action de vente, une action de la part du client. Là, dans ce qu'il dit, finalement, je vais juste te donner un accès et tu vas aller regarder mon système informatique et après tu reviens vers moi en disant, ah, il y a des problèmes ou il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours qu'il y ait une action. Et je viens pour te vendre une solution de cybersécurité qui est au-dessus des autres, on met ce qu'on veut derrière. En tout cas, il y a toujours cette action de vente. Et s'il y a une action de vente, qu'est-ce qu'on pense derrière. Et si on n'engage pas, c'est un peu le problème qu'on a souvent sur les objectifs, si on n'engage pas, on peut pas dire ce qu'on en pense. Si je dis, bah, je viens vous montrer un produit qui fonctionne plutôt très bien, ce qui veut rien dire, on est bien d'accord, bah, et que je mets un compensez-vous, moi, basiquement, je veux dire, bah, allez-y, montrez-moi. J'en pense rien de ton produit puisque tu m'engages pas. Alors que je viens vous vendre un produit qui a des rotations extrêmement fortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que tout le monde me dit ça déjà, donc il va falloir que tu me prouves. Ok, si je vous prouve qu'il a de bonnes rotations, vous le prenez, etc., etc. Donc s'il n'y a pas d'engagement, c'est un peu le manque qu'il y avait là. Bien S'il n'y a pas sûr. d'engagement du client, il n'y a pas de qu'en pensez-vous, ce qui est logique. Bah, écoute, super, Patrick. Écoute, 18h05, on a tenu le timing. Écoute, un grand merci. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi, vous avez appris deux, trois clés pour essayer de mieux vendre. On peut que vous inviter à du coup aller tester, pratiquer ces bons conseils. Et puis, ben, n'hésitez pas à revenir nous voir dans ces masterclass, hein, puisque on assure le SAV de nos masterclass avec Laurent. Donc, n'hésitez pas à revenir et de venir témoigner de ce que vous avez pu mettre en pratique ou pas. Et franchement, on serait heureux de partager tout ça ensemble. La semaine prochaine, mardi à 17h, parce que c'est tous les mardis à 17h, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Borniche et on va parler gestion du temps. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, deux choses les plus précieuses que nous avons, c'est notre temps et notre énergie. Donc là, on va axer cette masterclass et Sylvie va partager avec nous des clés pour gérer au mieux notre temps qui nous est très précieux et qui nous permet bien évidemment de pouvoir réaliser tous nos projets. Un grand merci pour votre participation, un grand merci pour tous vos messages, vos remarques, vos commentaires. Patrick, encore une fois, sincèrement, un grand merci, c'était super. J'ai personnellement passé un excellent moment. Ça m'a donné envie, si tu en es d'accord, sur le deuxième trimestre ou le troisième trimestre, alors, réorganiser une masterclass avec toi, notamment sur une des méthodes de vente. Pourquoi pas aller creuser, on en avait parlé hier, une Bien méthode sûr. de vente, celle que tu nous as présentée brièvement en début d'intervention. Écoute, on en reparle. Encore une fois, merci. Je vous souhaite une très belle soirée et puis ben, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.